Donc j'ai dit la dernière fois qu'un nouveau climat s'instaurait dans l'armée française après 1815, que d'une part on se débarrassait des vétérans de la Révolution et de l'Empire grâce aux guerres du renouveau colonial français en Afrique, et que d'autre part on entendait former la nouvelle génération, celle qui arrive au commandement, d'une manière différente. J'ai parlé de ce retournement de valeur de l'armée, dont ces valeurs passent de la gauche à la droite, j'ai parlé du retour de la discipline, et j'ai parlé de toutes ces choses-là. Et maintenant, on va voir comment ça a été appliqué et l'effet que ça a eu dans l'armée. Alors, toutes ces nouvelles directives, pour les appliquer, pour vérifier qu'elles sont utilisées, qu'elles sont appliquées sur le terrain, on pratique par exemple les inspections. Par exemple, comme un professeur aujourd'hui qui est noté par un inspecteur, et bien à l'époque, les officiers sont inspectés par leurs supérieurs à intervalles réguliers et reçoivent des appréciations. Et si elles sont bonnes, ça fait avancer votre carrière. Si elles sont mauvaises, ça la ralentit. Et à l'époque, on s'attache à de très petits détails qui peuvent briser une carrière. Ces petits détails sont par exemple un bouton qui pourrait manquer à l'uniforme, une dent d'éperon brisée pour un cavalier, un fusil, un pistolet, des guêtres sales. En fait, à trop vouloir bien faire, à trop vouloir être parfait, l'armée française perd de vue les choses essentielles et la vie militaire se transforme en une tracasserie routinière terrifiante. Et c'est un peu une sorte de brimade qui est faite envers les officiers. En fait, ceux-ci doivent savoir avant tout réciter de mémoire les règlements. C'est la principale chose qu'on leur demande dans leur travail, savoir réciter par cœur des règlements en entier qui sont longs et compliqués et les appliquer à la lettre. Ils sont très détaillés et très complexes. Donc vous savez, une armée a besoin de textes qui la régissent, qui disent comment on se bat, comment on manœuvre, comment on, plus tard, il y a eu des règlements sur la bicyclette, sur les blindés. À l'époque, c'est sur l'infanterie, sur les feux, sur les camps, sur les armes. Donc il y a des règlements qui manœuvrent, qui régulent tout. Mais, évidemment, ce n'est que la théorie. Puisqu'en condition de combat, il est impossible d'appliquer exactement ce qui est écrit dans un règlement qui est fait de manière théorique, qui est fait par des gens qui n'écrivent pas en plein champ de bataille, et on ne peut pas l'appliquer à la lettre, c'est impossible. Or, c'est plus ou moins ce qu'on veut apprendre aux officiers français. De plus, ils utilisent des règlements qui sont très anciens. Donc en 1870, celui qui règle les mouvements d'infanterie date de 1862. Bon, alors là, on pourrait se dire 1862, il date que de 8 ans avant. Donc il a pu intégrer toutes les nouvelles avancées technologiques, par exemple le canon rayé, il a pu s'adapter aux guerres de Crimée et d'Italie, on a pu le changer par rapport à cela pour intégrer sous cette nouvelle donnée et donc actualiser les méthodes de combat. Eh bien non. En fait, il a beau avoir été fait en 1862, il est entièrement basé sur celui de 1831, qui lui-même copie très largement celui de 1791, c'est-à-dire fait avant les guerres de la Révolution et de l'Empire. Bon, je ne vais pas dire que la France a un siècle de retard, mais tout de même, les textes qui régissent son armée sont très anciens. Et le culte de l'ordre établi, s'il fait ses preuves, sclérose aussi toute évolution. C'est-à-dire qu'un bon officier de l'époque, normalement, on pourrait penser qu'il doit être capable de se faire obéir dans toutes circonstances. Certes, mais celle-ci s'applique aussi s'il est inapte. Je m'explique. À la période révolutionnaire, même s'il ne faut pas fantasmer la chose, on a vu plusieurs fois que des officiers incapables étaient chambrés, étaient hués, criés, on se moquait d'eux, et les soldats ne voulaient pas servir sous des hommes pareils. Ça, on peut voir l'écho dans des chants de l'époque, comme Sambre-et-Meuse, que vous pouvez entendre sur YouTube. Bon, évidemment, c'est un chant, donc c'est plus ou moins propagandiste, ça ne reflète pas totalement la réalité, mais tout de même, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc dans l'histoire, vous avez un officier qui demande la retraite, et ses soldats refusent. À côté, vous avez des récits justement de soldats qui évoquent ces officiers qui sont chambrés, qui sont chahutés. Et bien dorénavant, tout cela, c'est fini. Et le grade prime sur tout. Alors qu'avant, il y avait des rapports parfois paternels entre le commandement et les soldats. Là, ça a disparu. C'est fini. Il est bien loin le temps où Napoléon tirait les oreilles de ses vieux grognards ou pointait un canon sur le champ de bataille.
En fait, la discipline ne devient plus un moyen de parvenir à autre chose, c'est-à-dire une bonne gestion de l'armée et un combat efficace, mais elle est érigée en une fin en soi, ce qui est grave, et justifie par là même la brutalité parfois excessive des officiers. Bon, là on parle de l'armée française, mais il faut savoir que c'est encore plus important dans l'armée britannique, où la distance entre les officiers et la troupe est extrêmement importante. Revenons à l'armée française. Donc il y a une vraie volonté de briser les résistances pour que nul ne puisse contester et penser par lui-même. Et ça on le voit bien à travers les horaires des casernes, des écoles militaires, qui sont étouffants et stricts, qui gèrent chaque minute de la vie de l'officier puis de l'officier pour l'empêcher d'avoir des moments de penser par lui-même et donc de réfléchir de manière peut-être subversive, car c'est ce que l'on craint absolument par-dessus tout. Bon, si on contrôle les gens en agissant ainsi, on nuit aussi très gravement à la réflexion des militaires. Contrairement aux Prussiens de la même époque, on voit bien que les militaires français ne sont absolument pas formés à prendre des initiatives, à participer à la pensée stratégique de leur temps. MacMahon, célèbre militaire du Second Empire et qui est devenu plus tard président de la République française, eh bien MacMahon déclarait qu'il prendrait des mesures contre tout officier dont il verrait le nom sur la couverture d'un livre. C'est quand même grave. Bon, évidemment, il y a encore des officiers qui écrivent des petits mémoires, des mémoires sur la défense d'une place, sur l'artillerie dans telle ville, mais ils ne font plus de grands rapports sur une campagne, des grands rapports politico-militaires qui pourraient les amener à réfléchir sur d'autres systèmes politiques, et donc cela pourrait être dangereux. Ça se fait encore un peu dans la marine, mais tout de même c'est brimé, et on combat cela. Car l'officier qui écrit, qui lit, est suspect. Ne va-t-il pas se récrier, refuser d'obéir? Et il est mal vu par ses camarades, qui s'en détournent, qui le regardent d'un mauvais œil. Je crois que je l'ai évoqué la dernière fois, il était bien vu à l'époque d'être les derniers aux écoles militaires. Par exemple à Saint-Cyr, il y a un très célèbre chant, le chant de Saint-Cyr, la Galette. Eh bien la Galette évoque tous ces officiers qui se faisaient un art, qui se faisaient fort d'être les derniers de leur promotion, car cela était bien vu des camarades, parce que, en effet, à quoi ça sert d'étudier pour être soldat? Il suffit de savoir faire manœuvrer un peloton et de tirer, voilà. Je résume l'esprit de l'époque de manière un peu parcellaire et rapide, mais tout de même c'est là. C'est très bien détaillé dans la thèse de William Serment sur les officiers de la Seconde République et du Second Empire. Vous avez le lien, enfin plutôt la source dans les commentaires de cette vidéo. Bon, malgré ce que j'ai dit, il y a toujours quand même quelques esprits brillants, même si le climat n'est pas propice à leur éclosion. Le plus connu du Second Empire, c'est Ardent du Pic. Ardent du Pic était un célèbre théoricien militaire qui a écrit sur la guerre, sur le combat, et qui a été publié de manière posthume après 70. Mais ces gens, comme lui, qui font des mémoires, des livres même intéressants, sont désespérément moins nombreux qu'avant ou après la période envisagée. Et dans ce climat, tout changement à l'ordre établi est très mal vu. J'ai dit la dernière fois que Napoléon III a dû batailler pour faire accepter ses idées. Je parlais longuement du service militaire et de toutes les résistances qu'il a dû combattre au sein même de l'armée et que le système qu'il a imposé n'était pas déjà celui qu'il voulait et qu'il n'a pas été appliqué. Et bien c'est la même chose pour tout le reste. Napoléon III croyait par exemple aux mitrailleuses, parce que la France dispose de mitrailleuses, plutôt ce qu'on appelle les canons à balles, j'en ai déjà parlé. Napoléon III croyait aux canons rayés, ces canons qui, vous savez, je l'ai dit aussi, permettent d'avoir une meilleure précision et une meilleure portée. Et bien tout ça, il y a beaucoup de résistance et beaucoup de militaires n'y croient pas. Alors, avant le fusil... Comment dire? Quand on a changé le fusil à silex par un fusil à percussion, c'est-à-dire que maintenant, sur le chien, on mettait une capsule de produits chimiques, le fulminate de mercure, et quand on pressait la détente, cette capsule venait, à elle, faire exploser la poudre et donc partir la balle. À l'époque, vous savez, ça se faisait qu'un silex. Le silex faisait l'étincelle qui faisait exploser la poudre qui était dans le bassinet et donnait la force nécessaire à la balle pour partir. Eh bien, au moment où il a fallu changer, ça c'était après les guerres de la Révolution de l'Empire,
Bien beaucoup de militaires ont dit mais non mais c'est pas la peine, regardez en Algérie il suffit de se baisser pour ramasser des silex, pourquoi vous venez nous ennuyer avec des produits chimiques, avec le fumiate de mercure? Et bien là c'est la même chose, on ne croit pas aux fusils rayés, on ne croit pas aux fusils à chargement par la culasse. Ce sont les mêmes résistances qu'avant, les militaires refusent d'obéir. Pas d'obéir, d'évoluer. Là encore, il ne faudrait pas non plus schématiser, car je l'ai dit, vous avez beaucoup également d'officiers qui y croient, qui sont à la pointe du progrès, et qui veulent faire avancer la réflexion. Mais ils ne forment pas la majorité. Et Napoléon III a beaucoup de mal à faire évoluer les mentalités. Les résistances sont très grandes. Tout ce qui apparaît comme savant est banni. Même la cartographie, je le répète. C'est pourquoi on préfère pallier à toutes ces carences par ce que les Italiens appelaient, en voyant l'élan des Français au Moyen-Âge, la furia francese, la furie française, entre guillemets. C'est-à-dire, on charge à la baïonnette, frontalement, sans génie. On l'emporte de cette manière. On méprise le progrès et la technique par un choc frontal, par un choc des hommes, de l'acier. Par exemple, les zouaves à Magenta. Bon, c'est une solution à court terme, mais effectivement, les Français sont pleins d'allant, leurs soldats sont courageux, n'hésitent pas à aller au feu, ne craignent pas la mort, et ils chargent et ils emportent ainsi. Mais jusqu'à quel point? Car le courage du soldat et l'impétuosité du chef triomphent à court terme, mais à long terme, vous savez que les résultats ont été très graves. C'est cette guerre de 1870 dont nous parlons, justement, et on ne peut pas pallier à des carences techniques et stratégiques trop longtemps par des solutions comme ça, à court terme, de charger à baïonnette, de mépriser les avancées, par l'allant. Et finalement, le conditionnement est tellement précis dans l'armée française qu'il devient inapplicable en campagne, et paradoxalement, l'officier, qui n'avait pas été formé à cela, s'est retrouvé en position où il dut improviser, chose à laquelle le système l'avait tout sauf préparé. Ainsi, si le Prussien obéit, on ne l'empêche pas pour autant d'étudier et de se former par lui-même. La chose n'est pas antinomique, elle est même plutôt complémentaire, et elle a réussi à l'armée prussienne puis allemande. En fait, la France, on peut le dire, a littéralement brimé ses hommes et s'est fait du mal à elle-même à l'époque. Et si la Restauration, la monarchie de Juillet, on l'a vu, avait bénéficié d'hommes qui étaient encore formés sous la Révolution et sous l'Empire, qui avaient donc toute une tradition derrière eux, en Autriche c'est pareil. L'Autriche gagne encore parce qu'il y a des hommes qui ont connu les guerres de la Révolution et de l'Empire. Le fameux maréchal Radetzky, la marche de Radetzky. Eh bien, Joseph Radetzky-Radetz avait été dans l'état-major de Schwarzenberg. Schwarzenberg qui était l'un des plus grands généraux autrichiens du Premier Empire. Eh bien, en France c'est pareil. Jusqu'aux années 1840, au début des années 1850, on dispose encore de ces officiers qui avaient connu le feu, la mort, le front de manière directe, sous la Révolution et sous l'Empire. Mais la chose est bel et bien finie en 1870. Et le commandement paraît bien plus terne et morne qu'avant. Pourtant, on l'a dit, et je le répète, parce que, comme disait un de mes profs, la répétition, c'est la base de la pédagogie. Eh bien, la chose n'a éclaté au grand jour qu'en 1870, puisque toutes les campagnes précédentes avaient été victorieuses, à part le Mexique, où on avait dû rembarquer en 1867. Mais voilà, la Crimée c'était une victoire, l'Italie c'est une victoire, en Chine c'était une victoire, en Indochine c'était une victoire, l'expédition de Corée avait été plutôt victorieuse, etc. etc. Et ça n'a éclaté qu'au grand jour, je le répète, en 1870. Alors c'est un peu moins vrai dans la marine, puisque la marine est par essence toujours plus ouverte que sa collègue de la guerre. Et donc par exemple en 1870, la marine avait des canons à chargement par la culasse, ceux que l'armée de terre, ceux dont l'armée de terre ne voulait pas entendre parler. Eh bien la marine, elle en avait et elle s'en est servie. Mais on reviendra là-dessus, puisque au terme de cette vidéo, nous arrivons à la fin des préliminaires en quelque sorte, et nous allons rentrer maintenant dans le vif du sujet, c'est-à-dire les combats de la guerre de 1870, avant de finir par les conséquences de celle-ci à court et moyen terme, et même à long terme, et vous allez le voir, elles sont très importantes.